Malcolm X nous a dit par tous les moyens nécessaires parce que déjà à son époque, il avait compris qu'avec ces gens-là, nos adversaires, les palabres, les accords, les signatures, ça ne fonctionne pas. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Je m'apprête à te délivrer une série de vidéos sur des événements et des personnages historiques qui concernent directement la résistance dans les colonies françaises d'hier et d'aujourd'hui. Alors pour introduire Éloi Machoro sans faire long, je vais utiliser une comparaison que tout le monde va comprendre. Cuba a eu Che Guevara, le Cameroun a eu Oumniobé, et bien la Kanaki a eu Éloi Machoro. C'est-à-dire que ce combattant de la liberté a sacrifié sa vie pour l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie, la dignité de son peuple. Éloi Machoro est extraordinaire parce que ce qu'il a réalisé est unique dans l'histoire de la France. C'est-à-dire que cet instituteur qui s'est intéressé à la politique et qui a intégré des mouvements politiques, a réussi à désarmer tous les caldoches de la ville de Thio en Kanaki. Et c'est une stratégie très ingénieuse parce que la ville de Thio est une mine très importante concernant le gisement de nickel. On revient un petit peu en arrière pour deux explications. Qui sont les caldoches? Qu'est-ce que le nickel? Les caldoches, c'est exactement la même chose que les békés. C'est-à-dire que ce sont des descendants de colons qui profitent à ce jour des richesses acquises par leur famille dans la violence et le massacre. C'est-à-dire que leurs arrière-arrière-grands-pères sont arrivés en Kanaki, ont volé les terres, ont exploité les Kanaks, ils en ont même déporté une grande partie pour s'approprier les territoires. Et leur fortune aujourd'hui, ce sont les caldoches, leurs petits-enfants, qui en profitent. Non seulement ils profitent d'un argent sale, un argent de la douleur, un argent de la violence, mais en plus, beaucoup d'entre eux reproduisent les comportements bestiaux de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire un manque de respect, j'ai même pas les mots, je te mets juste un extrait. Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler là, hein. Pas les canards qui vont faire chier les blancs. Hein? Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Putain, c'est quoi un canard? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendance, je sais pas, vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment qu'il n'y aura plus de blancs? Je dis que les canards d'avant, ils étaient moins bêtes que ceux de maintenant et plus courageux. Parce que les canards d'avant, ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient rien, mais ils travaillaient. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leur tarot, leur machin, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées. Hein. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein. C'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après, on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'affermer. Hein. Moi, j'ai toujours dit, avant l'indépendance, je voulais boire un canac. Voilà qui sont les caldoches. Ce sont des blancs français arrivés sur l'île il y a quelques générations et qui se croient tout permis parce qu'ils dominent économiquement tout le territoire. Ils ont le foncier, ils ont les entreprises et surtout, ils ont noué des complicités avec la police. En plus de dominer économiquement, les caldoches dominent militairement puisqu'ils ont eu les moyens financiers de s'armer très lourdement. Et à chaque fois que le peuple kanak tente de réclamer sa souveraineté, eh bien les caldoches tirent à balles réelles sur les Kanaks et les tuent. Sachant cela, Éloi Machoro a jugé que avant d'entamer toute négociation avec l'État français, il fallait désarmer les caldoches sur place qui étaient susceptibles de continuer à leur tirer dessus et donc de les tuer avant toute négociation possible. Maintenant, concernant le nickel, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Nouvelle-Calédonie est un gisement très important de nickel, mais surtout très exploité. À l'heure où je parle, la production de nickel de la Kanaki représente 25% de la production mondiale. C'est-à-dire que ces toutes petites îles en plein Pacifique produisent plus de nickel que la Chine, que les États-Unis, que le Canada. Autant te dire que la valeur d'une mine de nickel en Kanaki pour la France est inestimable. Donc, pour en revenir à Éloi Machoro, en bloquant une ville minière extrêmement importante pour la France, il avait un moyen de pression et donc de négociation. Et ce blocage, il va le réussir d'abord en désarmant les caldoches de cette ville. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, Éloi Machoro, c'est un instituteur. C'est pas un militaire formé. Pour autant, il a fait preuve de tactique, de stratégie,
de vision à long terme, mais surtout de discipline. C'est l'effet de surprise qui a permis à Eloi Machoro de neutraliser tous les caldoches de la ville de Thio et donc de contrôler la ville et de bloquer l'accès à la mine. Et quand je disais qu'Eloi Machoro a accompli quelque chose d'absolument inédit qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France, eh bien c'est tout simplement d'aller affronter des gens armés et de réussir à les neutraliser sans que personne ne soit blessé dans son camp, mais également sans blesser personne dans l'autre camp. Cet exploit, Eloi Machoro a compris que ça ne suffirait pas. Une seule ville sur toute la Calédonie ne suffirait pas pour entrer en pourparlers avec le gouvernement. Donc, il a souhaité prendre d'autres villes minières. Sauf qu'il n'était pas question pour la France de subir une autre humiliation de ce genre et que la France a mis tous les moyens nécessaires pour arrêter Eloi Machoro. Et malheureusement, la France a eu le dernier mot cette fois-là. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Eloi Machoro et ses compagnons ont réussi à reprendre le contrôle et à garder le contrôle de la ville de Thio pendant des semaines. Et toutes les tentatives de l'État français de reprendre la ville ont échoué. L'une des plus grandes défaites de l'armée française face à Eloi Machoro, c'est lorsque 2 hélicoptères ont tenté de se poser non loin de Thio et que Eloi Machoro les a encerclés par surprise. Ils étaient en embuscade autour des hélicoptères qui ne les ont pas vus. Donc Eloi a débarqué avec ses hommes à neutraliser le GIGN. Yo! C'est-à-dire le groupe armé le plus efficace, le plus puissant de la France. C'est le dernier recours de la France, le GIGN. Ça là, Eloi Machoro a neutralisé encore une fois, sans tir, sans effusion de sang, sans victime, sans blessé. Le seul coup qui est parti ce jour-là, c'est une gifle magistrale que Eloi Machoro a assénée au petit soldat français Picon. Picon, on n'était pas là, mais on a entendu la gifle jusque-là. Elle a traversé le temps, on entend encore la gifle. Donc le petit soldat Picon a refusé de donner son arme. Ça a été le seul parmi les 2 hélicoptères qui a fait le roclo, comme on dit chez moi en Guyane. Il s'est fait roclo, eh ben, mais pouto, il a pris une gifle de Eloi Machoro. Du coup, il a retrouvé ses esprits, il s'est dit, ok, je lâche mon arme. Et de là, le GIGN a été désarmé, neutralisé. La ville de Thio est restée sous le contrôle de Eloi Machoro. Mais la France ne supporte pas les humiliations, et encore moins les petits colons aigris génocidaires. Donc le soldat Picon a fini par se venger. Il va poursuivre Eloi Machoro dans toute l'île. C'est-à-dire que pendant des semaines, ça va être un jeu de cache-cache. Eloi va réussir quand même à avoir des coups d'avance. Malheureusement, il sera finalement rattrapé, encerclé dans une ferme avec ses compagnons. Et là où cet homme est extraordinaire, c'est qu'il savait à qui il a affaire. Il savait que l'adversaire n'a pas d'honneur, n'a pas de parole, n'a pas de pitié, et que l'adversaire allait exécuter les personnes qui étaient assiégées dans la ferme. Donc, il a demandé à ses compagnons de rester à l'intérieur de la ferme, et lui, il est sorti seulement avec un compagnon. Ils sont sortis à 2, ils se sont fait abattre. Il a été abattu par le fameux soldat Picon à qui il avait donné la gifle et qui s'est vengé. Et c'est là où on voit que ce genre de personnes ne sont pas des humains. Donc, on te donne une gifle, toi, tu donnes une balle pour tuer. Et je dis une balle pour tuer, mais en réalité, il n'est pas mort sur le moment. Il a été touché à l'épaule. L'épaule n'est pas une partie mortelle. Pourtant, comme par hasard, sur le chemin de l'hôpital, il est mort. Ce qui fait d'ailleurs penser aux événements qui ont eu lieu quelques années après, à la grotte d'Ouvéa, où le leader de cet événement-là, le leader des Kanaks, a été touché dans un endroit non mortel, mais qui, pareil, comme par hasard, il est mort sur le chemin de l'hôpital. Retenez 2 choses d'Eloi Machoro. Ce qu'il défendait était légitime. Ce n'était pas plus que ce que les Kanaks avaient avant d'être envahis, avant d'être spoliés, avant d'être exploités. Ce que Eloi Machoro demandait, c'était simplement de récupérer la souveraineté que le peuple kanak avait. La deuxième chose à retenir de son histoire, c'est que Eloi Machoro n'a jamais fait preuve de violence envers les Caldoches. Il a eu combien d'occasions de les tuer? Notamment le fait que, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais pendant les semaines de siège de la ville de Thio, les Caldoches ont créé énormément d'embuscades et ont tué beaucoup de Kanaks. Donc les compagnons d'Eloi Machoro faisaient énormément pression sur lui
pour pouvoir aller venger leurs frères et sœurs tués et donc aller se servir de leurs fusils sur les Caldoches. Et Éloi Machoro a toujours dit non. Il a toujours refusé de pratiquer la même violence, le même non-respect de la vie que ses adversaires. Il n'a tué personne, il n'a blessé personne. Et ça, pour une lutte armée, pour une lutte militaire, c'est extraordinaire. Les événements qui agitent la Kanaki en ce moment n'ont pas commencé en mai 2024. Les Kanaks ont toujours résisté, ont toujours revendiqué leur souveraineté, c'est-à-dire leur droit à se gérer eux-mêmes, leur droit à prendre les décisions pour eux-mêmes, leur droit à contrôler leurs ressources, leur droit à occuper leur territoire. Ils n'ont jamais cessé de réclamer tout ça depuis l'arrivée des premiers colons en 1853. Et ça ne s'arrêtera pas. Donc que les agitations actuelles se calment ou pas, les Kanaks ne se décourageront pas et ne renonceront pas à récupérer leur liberté, quel qu'en soit le prix. Et ils ont déjà tellement payé qu'ils ne vont pas reculer. J'ai pris l'exemple d'Éloi Machoro, mais ce sont des centaines et des centaines de Kanaks qui, depuis le contact avec les Français, ont été tués par l'État français. Et je conclus en te demandant de réaliser que la Kanaki est un territoire occupé injustement et illégitimement à la même mesure que la Palestine. C'est la même chose. La France a déjà bombardé des civils Kanaks, c'est-à-dire lâché des bombes depuis des avions, des hélicoptères, sur des immeubles de cité où il y avait des familles qui vivaient. Une bombe de forte puissance a littéralement troué la dalle de béton armée. Cloisons, portes et certains meubles ont été pulvérisés par le souffle. C'est une personne qui habitait dans cet appartement et qui était visée parce que c'était un leader. On nous disait « asseyez-vous, les mains derrière le dos ». J'attendais un bébé. On voyait des hélicoptères. Et partout, en plus de ces hélicoptères, c'était des fusils. Des gens qui étaient de l'autre côté de l'autoroute qui nous tiraient dessus. La France a torturé des militants kanaks, a fait prisonnier des militants kanaks sans raison valable et a exécuté et continue d'exécuter des kanaks, que ce soit directement avec le GIGN, l'armée, ou indirectement à travers l'impunité qui est conférée aux Caldoches. Donc si tu es sensible au sort de la Palestine, tu devrais être sensible au sort de la Kanaki. Et si tu reproches un comportement inadmissible du gouvernement israélien, et je m'adresse particulièrement aux Blancs français qui sortent dans les rues manifester par milliers pour le sort de la Palestine, mais on ne les voit pas manifester pour la Kanaki, pour la Polynésie, pour la Réunion, pour Mayotte, pour la Guyane, pour la Guadeloupe, bref, pour tous les espaces envahis, colonisés et massacrés par la France.